Parc de Sceaux, département des Hauts-de-Seine. À un extrême du domaine, un pavillon d'allure sobre. À l'intérieur, le décor impressionne. Un gigantesque trompe-l'œil orne la coupole. Du haut d'un char mené par des chevaux, une femme semble tomber sur nous. C'est l'aurore. Les nuages sur lesquels elle repose laissent percer le soleil le long de la corniche. Elle repousse la nuit dans son grand manteau sombre et son cortège de cauchemars. Cette œuvre où grouillent les chauves-souris et les monstres est-elle le fruit de volontés excentriques ? Pas réellement. C'est au contraire un cas typique d'art officiel. En effet, le domaine de Sceaux appartient à Colbert. Sobre, travailleur, il est devenu surintendant général des bâtiments et contrôleur des finances par la volonté de Louis XIV. C'est donc un super ministre de la Culture et des Finances qui passe commande de cette œuvre. À son service, un autre homme du roi, également né en 1619. Charles Lebrun, directeur de grandes institutions, artiste officiel et futur peintre de Versailles. Comment regarder cette œuvre ? A-t-on simplement affaire à une œuvre d'art officielle, lourde et ennuyeuse, ou bien a-t-elle des richesses cachées ? C'est ce que nous allons voir. Essayons de découvrir le véritable sujet de la fresque. Face au foisonnement de personnages et d'animaux, on est vite perdu. Mais en y regardant de plus près, tout un ensemble de jeux de symétrie guide la lecture de la peinture. Le plus évident se situe dans l'opposition entre le jour naissant d'un côté et la nuit en fuite de l'autre. Deux rayons de soleil encadrent aussi clairement l'aurore. Ils soulignent l'importance apparente d'un détail, une balance. Le petit être ailé qui la désigne du bout du pied est Lucifer, le porteur de lumière, l'étoile du matin. D'autres figures se répondent entre chaque extrémité de la coupole. Ces petits anges ailés sont des amours, symboles de joie et de fécondité. Les cavaliers tournés contre la nuit représentent les Gémeaux Castor et Pollux. Castor ayant été mortellement blessé, Pollux a choisi de prendre sa place aux enfers pendant la moitié de la journée. Un grand sacrifice, puisqu'ainsi les deux frères n'avaient plus le droit de se voir. C'est pourquoi tous deux se tournent ici le dos. Au contraire de Castor et Pollux, un homme et une femme se jettent des regards explicites. Le premier, couronné de feuilles de vigne et accompagné d'un satyre aux jambes de bouc, est Bacchus. La femme nue représente la nature féconde. Les deux personnages célèbrent la vie. Le foisonnement cache donc une structure très nette, mettant en valeur des motifs liés à la naissance et à la fécondité, par opposition à la nuit et à l'hiver. Mais d'autres figures qui n'obéissent pas à cette organisation interviennent dans ce plafond. Des hommes, des animaux, des symboles. Mais là encore, les éléments sont ordonnés selon des cycles. Tout d'abord celui des saisons. Le printemps est évoqué par la déesse Flore, l'été par une femme lascive et dénudée, l'automne par Bacchus, le dieu du vin, et l'hiver par ce vieillard frigorifié. Le cycle du zodiaque est également présent. On voit le Sagittaire, la Balance, ou encore le Scorpion. Castor et Pollux peuvent représenter les Gémeaux. Aux constellations s'ajoutent d'autres astres, comme le Soleil ou la Lune. L'œil du XVIIe siècle reconnaît ces figures avec plaisir. Il admire le peintre qui a ordonné tous ces éléments dissemblables. Mais quelle est la signification profonde de cette fresque ?